Bonjour, nous sommes dimanche matin à Angoulême, 4e jour, donc c'est toujours un petit peu difficile. Nous sommes avec Xavier Lancel, qui est l'éditeur en chef du magazine Scarce. Est-ce que tu peux nous présenter Scarce ? Oui, tout à fait. Alors, donc Scarce est un fanzine qui a un peu gagné l'appellation prozine avec les années. Il faut dire qu'on va arriver au 30e anniversaire de la revue. Oui. Donc on a peut-être mérité de s'appeler prozine. Donc consacré aux comics américains. Uniquement. D'accord. Donc la revue a été créée en 1983. Et est passé de main en main depuis une trentaine d'années, puisque c'est quand même, ça demande quand même pas mal d'investissement. Pas mal de personnes qui ont travaillé pour Scarce se sont retrouvées ensuite dans des postes dans l'édition liés aux comics. Donc moi je suis le dernier rédacteur en chef en date. J'ai commencé à travailler dans Scarce en 1999. Ah oui, quand même. Ça fait déjà ça 14 fait ans. Au début uniquement comme rédacteur. Et ensuite j'ai commencé à travailler sur les éditos, à travailler sur les traductions, fournir des illustrations. Je suis passé président ensuite de l'association. Au milieu des années 2000, c'était uniquement administratif. Et donc j'ai récupéré le bébé à peu près en 2007. Scarce était à l'époque dirigé par Olivier Thierry, qui est maintenant le propriétaire de Zoo. D'accord. Et donc forcément il n'avait plus vraiment le temps de se consacrer à Scarce, puisque comme toutes les activités associatives, Scarce demande énormément de temps, donc on a rarement de temps pour autre chose à côté. Oui. Voilà, et donc Scarce n'a pas énormément changé avec les années, ça reste à peu près on travaille sur le même concept depuis le début. On pourra peut-être en discuter un petit peu après. L'arrivée d'Internet a un petit peu changé la donne quand même. Mais sinon, notre sujet de prédilection, donc, ce sont les comics américains. Alors, uniquement les comics, pas les films, les jouets, les t-shirts. les comics. Uniquement. Et par rapport à ton parcours, comment tu t'es retrouvé dans Scarce finalement ? Moi, comme pas mal, toute une génération de fans, j'ai commencé à lire les comics avec les éditions Lug, Strange, Titan Nova. J'ai appris à lire avec ça en fait, pas avec des romans classiques, même si je me suis mis après. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai découvert Scarce par pur hasard. C'était le numéro 36, je crois, qui devait dater de 93. Et à l'époque, j'avais arrêté de lire des comics. C'était les fameuses années 90, un peu violentes, avec des dessinateurs pas très bons, des histoires assez difficiles à suivre. Et je lisais Scarce alors qu'en fait, je ne lisais plus de comics. Et finalement, ça m'a donné envie de relire des comics, et je me suis mis en fait à la version originale à la fin des années 90. Et je lisais les articles, je me disais tiens, il parle pas de telle série, peut-être que je pourrais envoyer un article. C'est ce que j'ai fait, c'était sur Alpha Flight, le volume 2. Et puis c'est passé, j'en ai envoyé d'autres, et après en fait on est pris dans l'engrenage, et comme c'est une passion, on n'arrête pas. Et on connaît ça. Une chose qui est peut-être assez intéressante et qui marque un peu peut-être la coupure avec Olivier Thierry, c'est que moi j'ai travaillé dans l'associatif en fait. Pendant 2 ans, j'ai été objecteur de conscience, quelque chose que peut-être les gens ne savent plus trop ce que c'est. Donc j'ai refusé de faire mon service militaire, donc j'étais obligé de travailler. Alors quand j'avais signé, c'était 20 mois. C'était avec effet rétroactif, finalement c'était 17 mois pour la moitié d'un SMIG. À temps plein dans une association. En l'occurrence pour l'année, c'était une association de défense des droits de l'ancien Zaïre. Et en fait finalement ça vous apprend en fait à travailler avec très peu d'argent, avec des petits bouts de ficelle, et en fait et c'est quelque chose qui en fait est très important pour Scarce, puisque malheureusement le début entre les années 2000 et 2005, le rythme de parution de la revue s'est considérablement réduit, ce qui fait qu'on a perdu toutes les aides qu'on avait. Et en fait on est passé donc d'un modèle économique à un autre totalement différent. Le premier modèle économique de Scarce, en fait, la revue était déjà payée avant de sortir. Donc finalement, si on n'en vendait pas, on pouvait même tous les donner, il y avait aucun souci, puisqu'on avait les aides du CNL, un numéro de commission paritaire, tout l'arsenal classique. Et comme on n'a pas sorti assez de numéros entre les années 2000 et 2005, ça a été coupé. Ça a été coupé.
Et donc maintenant, en fait, le modèle économique, il a fallu que je crée un nouveau modèle économique pour Scarce. Sinon, la revue en fait s'arrêtait au numéro 72. Quand je suis allé voir Olivier Thierry, je lui ai dit j'aimerais bien récupérer la revue. Il m'a dit j'avais l'intention de faire 2 numéros et puis d'arrêter. D'accord. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible qu'on ait les derniers, donc Oui. il faut que ça continue. Ouais, bah oui. Mais par rapport à la gestion éditoriale de Scarce, il y a beaucoup de choses, c'est très dense, c'est des dossiers vraiment très fouillés. Il y a beaucoup de personnes qui participent. Comment ça se passe, toute la gestion d'un numéro comme ça? Alors, entre le moment où on a l'idée d'un numéro, alors en fait l'idée d'un numéro c'est l'idée d'un dossier en fait. Ouais. Le dossier représente entre 50 et 80% de la revue suivant l'ampleur du sujet. Entre le moment où on a l'idée du dossier et le moment où le dossier finalement est réalisé et va être publié dans un numéro, il peut se passer assez longtemps. Ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans, ça peut prendre 6 mois. Tout dépend en fait de la motivation des personnes. Bien qu'on arrive bientôt à 80 numéros, par exemple dans Scarce, on n'a jamais rien écrit sur la Légion des super-héros, sur Superman. Ça va venir, Superman, mais curieusement, on a du mal. Il y a peu de fans français de Superman qui ont envie d'écrire dessus. La Légion des super-héros, on n'en parle même pas. Un peu compliqué quand même. Pas si compliqué que ça, justement. C'est pour ça que j'ai envie d'écrire là-dessus, parce que ça a une réputation d'être une série très compliquée. Moi, ça a été ma nouvelle porte d'entrée dans les comics, quand j'ai repris les comics à la fin des années 90 en VO. Je me suis plongé dedans, j'avais pas lu un seul numéro de Légion of super-héros. Ça s'est très bien passé. T'en es ressorti vivant. J'en suis ressorti vivant. Globalement, on essaye, alors on n'arrive pas à tenir le rythme de publication trimestrielle, ça forcément on va pas mentir, c'est pas trop grave. L'idée c'est de faire en fait sur une année 4 numéros, un premier numéro consacré à un auteur. Le dernier qu'on a fait c'était Ernie Colon, on avait fait Mike Carey l'année précédente. Un numéro consacré à une série qui a été publiée en français mais pas en entier, et en fait les fans sont intéressés pour savoir comment ça s'est poursuivi. On l'a fait avec Rome, on va le faire cette année avec Power Pack, et l'année prochaine on le fera avec Alpha Flight. D'accord. Un troisième numéro sur une maison d'édition ou une ligne. Donc là on vient de le faire avec la ligne Helix, la ligne de science-fiction de DC de la fin des années 90, et un 4e numéro sur un thème qui tourne, un peu ce qu'on veut, ça peut. Voilà. D'accord. Et au niveau en fait des différents autres projets qu'il peut y avoir, on a vu qu'il y a le Free Comic Books Day qui est sorti en 2012. Oui. C'était un peu une nouveauté parce qu'il y avait eu des précédents mais qui n'avaient pas forcément bien marché. Comment ça a été géré par rapport au magazine habituel Scarce? Alors en fait on a pas mal de projets annexes qui sont dans les cartons, et puis l'ennui c'est qu'il faut d'abord faire la revue et puis ensuite on porte notre attention sur les projets annexes. Alors curieusement le Free Comic Book Day, donc qui est en fait un livret, on est parti du principe essayer en fait de promouvoir le Free Comic Book Day en France, essayer de reproduire à petite échelle forcément ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'il n'y a quand même pas énormément de comic shop en France. Les temps sont assez durs, ils arrivent à faire leur chiffre en vendant des figurines, etc. Donc on s'est dit on va essayer de donner un petit coup de pouce, et donc en fait ce petit fascicule il est disponible uniquement le jour du Free Comic Book Day. On ne peut pas l'avoir autrement, et donc on a demandé à des auteurs qu'on connaît bien si vous voulez bien nous faire sans être payés, parce qu'on n'a pas de financement, une histoire inédite qu'on offrirait à leurs fans français. Et puis on a été agréablement surpris, on a pas mal d'auteurs qui ont dit oui et qui vont signer aussi pour le prochain. Le projet est d'en faire un chaque année forcément. D'accord, donc il y en aura un en 2013. Voilà. Et en fait ce projet a été monté très rapidement, en 2 mois. Moi j'ai pas pu trop le superviser à l'époque, donc je vais porter un peu plus mon attention sur le prochain, parce que j'étais pas trop content au niveau de l'impression, donc on va faire un truc un petit peu plus joli.
Et en fait, ça demande pas trop de travail encore, le Free Comic Book Day, le petit livret, mais on est vraiment très content en fait de cette initiative. À l'origine, c'est Kader Chabi du magasin de comics Comic Zone à Lyon qui a lancé l'idée, parce que moi j'habite à Lyon, et je me suis dit mais c'est une idée fantastique en fait, donc allons-y. Bon, vous avez eu raison. Et justement dans le Comic Book Day, dans le Free Comic Book Day, on voit qu'il y a des strips qui sont en français et d'autres en anglais. Scarce, il y a toujours cette idée que faut quand même savoir lire la VO pour s'y intéresser. Ouais. Ouais. C'est un petit peu comme les cinéphiles. Pour nous, un bon comics, c'est un comics en anglais. Personnellement, je partage cet avis. Donc on essaye, par des moyens détournés, dont justement les dossiers sur des séries qui ont été traduites en français et dont la traduction s'est stoppée ou qui ont été complètement charcutées, essayer de donner envie aux gens en fait de passer à la version originale. Alors il y a un travail fantastique qui est fait par des éditeurs qui traduisent effectivement pour le grand public en France, mais nous on choisit pas du tout le thème de nos dossiers en fonction de l'actualité en France, des traductions, pas du tout. Oui. Des fois il y a des petites perles qui n'ont jamais été traduites et qui demandent 90% de la production qui mériterait d'aller voir. D'être. Voilà. Et par rapport à l'Internet, est-ce que ça a donc eu un impact sur la diffusion ? Est-ce que vous pensez à peut-être passer en version digitale parce que le papier est en train d'évoluer ? Alors, on n'arrêtera pas la version papier. Je sais bien qu'on est un peu un dinosaure, le comics old school. Le comics journal est arrêté de paraître en papier, je crois, il n'y a pas bien longtemps. Mais non, nous on continuera à sortir en papier. Alors il y a aussi une raison technique à ça, c'est qu'en fait on n'a personne pour faire un site, pour faire une version papier qui serait sécurisée. Si elle n'était pas sécurisée, ça signifierait un peu la mort de la revue, puisque de toute manière ça passerait de main en main très vite. Et on a envie qu'il y ait encore une version papier. On a une partie de l'équipe est quand même un peu vieux jeu, donc ne lit pas vraiment les comics en ligne. Elle préfère encore acheter les fascicules. Alors par contre ça a eu une influence, le développement d'Internet sur la revue. C'est quelque chose que moi j'ai vraiment insisté dessus quand j'ai repris les rênes de Scarce. C'est qu'on ne publie pas en fait des choses qu'on pourrait trouver facilement sur le net. On pourrait publier des interviews de personnes. Je sais pas, on pourrait publier une interview de Grant Morrison. On dira ça va nous apporter de l'audience, etc. Bon, Grant Morrison, vous trouvez une interview sur le net tous les 2 mois, facile. Donc à part si vraiment on avait un angle particulier vraiment très intéressant, là ce serait intéressant de faire ça. Donc on va plutôt chercher des personnes dont on entend relativement peu parler et qui pourtant ont fait un travail fabuleux. Sur le dernier numéro, on parle de Christopher Moeller. Christopher Moeller, c'est pas quelqu'un qui n'a plus travaillé depuis 20 ans. Il avait fait presque toutes les couvertures de Lucifer. C'est un des rares peintres qui reste encore dans le monde du comics américain. Ils sont plus très nombreux. Et il produit encore. Il est en train de travailler sur le prochain volume de sa série Iron Empire. On est aussi allé chercher des personnes, ou même aux États-Unis, il y a très peu de reconnaissance. Ernie Colon, 80 ans, 60 ans de carrière, il n'y a pas un seul bouquin sur lui aux États-Unis. Alors bien sûr, il y a beaucoup de scénaristes et de dessinateurs comme ça. On en parle, mais une fois qu'ils sont morts. C'est peut-être un peu trop tard. Fallait peut-être lui dire quand il était vivant que vous appréciez son travail. Donc voilà, l'idée en fait c'est le premier numéro d'ailleurs que j'avais fait de Scarce, c'était le numéro 71 qui était consacré aux dessinateurs oubliés des années 80. Et on est allé chercher par exemple Brian Postman, qui est un artiste fantastique, qui malheureusement a une carrière très courte dans les comics,
Il était le nouveau dessinateur régulier de la série Spider-Woman avec Anne Nocenti au scénario. Il avait fait des numéros fantastiques. Et puis la série s'est arrêtée. Et puis il a fait quelques petits numéros par-ci par-là. Et ensuite, tout le monde l'a oublié. Ouais, bah ouais. Là, c'est pas parce qu'on oublie un artiste que cet artiste est forcément mauvais. Plus, qu'il arrête. Et voilà. Ouais, tout à fait. Donc l'idée, voilà, c'est de se concentrer sur des sujets très pointus, de les traiter de A à Z. Par exemple, là, on prépare le dossier CrossGen, on va parler d'absolument tous les titres CrossGen, jusqu'au dernier. Et on va interviewer par exemple Barbara Kessel. Barbara Kessel, elle faisait partie de l'équipe éditoriale de CrossGen, elle a fait un boulot fantastique. C'est pas parce qu'elle travaille plus actuellement vraiment dans les comics qu'elle n'a pas travaillé dans les grandes maisons d'édition que c'est pas quelqu'un dont il n'est pas intéressant d'avoir le point de vue, au contraire. D'accord. Et au niveau des projets encore plus en avant sur les prochains Scares, donc là on a quelques infos. Alors en ce qui concerne Scars en lui-même, on prépare donc un dossier sur CrossGen avec si tout se passe bien, une magnifique couverture inédite qui était à l'origine prévue pour le numéro 37 de Sojourn qui n'a jamais vu le jour par Sergio Cariello. Et un dossier sur Power Pack, donc ça c'est pour les 2 prochains numéros. On a des projets qui sont dans les starting blocks depuis 1 an et demi. Nous allons rééditer les premiers numéros de Scares. Ça sera une réédition annuelle en gros volume. Ouais. Avec une nouvelle mise en page, bien sûr, parce qu'à l'époque c'était tout fait à la machine à écrire, des petits collages. Donc avec les articles initiaux, une sélection. Et on va en fait les mettre à jour, les remettre en page, etc. Donc ça sera des gros volumes annuels assez jolis. Donc ça c'est un des projets. Et aussi une version en anglais de Scares. Alors comme ça demande énormément de travail, ce sera juste les interviews. D'accord. Donc ça s'appellera Scares Interview, ça sortira aussi 1 fois par an. Et ça contiendra uniquement les interviews des personnes qu'on a interviewées l'année précédente, je pense, a priori. Puisqu'on s'est rendu compte que la plupart des personnes qu'on interviewe, il n'y a pas grand-chose en fait sur elles aux États-Unis. Christopher Moeller, Helen Lee, Brian Postman, Ernie Colon. Ernie Colon, 2 interviews seulement publiées. Ah ouais, effectivement. Ça fait un peu peur. Ouais. Donc on se dit que ma foi il y a peut-être une petite audience, on n'en vendra pas beaucoup mais en fait on a envie de le faire. Voilà. Non, Et donc pour terminer, 4e jour d'Angoulême, c'est pas la première fois que vous êtes sur Angoulême. Non. Un petit bilan pour cette année ? Le bilan est positif comme chaque année, tout se passe bien, on a d'excellents contacts, on est venu avec encore des auteurs très sympathiques, Fred Harper, Abby Denson, on avait aussi sur notre stand Maxime Garbarini qui a un label de Close Call Comics, de comics en ligne, et 2 petits Français qui percent plutôt bien aux États-Unis, Mast et Géopho, pour Pax Arena, et puis Vic Boone qui a été publié par 215 Moi, auteur Links. de comics, je toucherai le RSA pour Mast. Et alors je suppose que ça doit faire plaisir qu'on doit bien les accompagner puisque Fred Harper ça doit la 3e fois qu'il vient et Abby la 4e. Donc surtout qu'on ne leur paye rien en fait. On n'a pas les moyens. On leur dit juste ça vous dirait de venir à Angoulême. Vous serez logé avec nous, on vous trouvera des endroits sympas où aller, et voilà. D'accord, très bien. Écoute, merci. Un bilan positif donc. Merci beaucoup Xavier. Merci.